Philippe est directeur recherche et innovation d'ITK. Et donc avec lui, on va se pencher sur, il va nous proposer une analyse comparée des modèles mécanistes d'une part et des modèles plutôt probabilistes, s'appuyant sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour voir quel est le meilleur dans ce combat entre l'homme, le modèle mécaniste ou l'intelligence artificielle pour mesurer, estimer et puis encore une fois prédire les rendements. Philippe, c'est à toi. Il faut juste que tu branches ton son si tu veux partager ton Tout à propos fait. avec nous. Ça marche mieux, merci. Merci. Ouais, tout à fait. Voilà, merci. Pierre m'a déjà présenté, donc je vais juste présenter maintenant ITK. Donc on est une PME basée à Montpellier avec une centaine de personnes dont le métier est de développer des outils d'aide à la décision agronomique pour l'agriculture et pour l'élevage. Donc notre but, c'est d'aider les agriculteurs à optimiser leurs itinéraires techniques sous l'angle, bien entendu, de la productivité et puis de l'atteinte des objectifs de qualité, mais aussi pour minimiser leur impact environnemental, et en particulier avec une utilisation optimale des intrants, tout ce qui est irrigation, fertilisation et pesticides. Notre cœur de métier, c'est vraiment le développement de modèles mécanistes des cultures. Donc effectivement, comme le disait Pierre, je vais expliquer un peu ce que c'est et les différences avec les techniques issues du big data et l'intelligence artificielle. Sachant qu'à notre sens, pour nuancer un peu ce qu'on disait, je pense pas qu'il y ait une technologie forcément meilleure que l'autre, mais l'important c'est de bien savoir combiner les deux avec leurs points forts et leurs points faibles. J'aurais juste apporté aussi une petite précision par rapport à la présentation de Léo en début de séance. On travaille au niveau d'ITK à plusieurs échelles. On a bien entendu des outils à la parcelle destinés aux agriculteurs, mais aussi en particulier en matière de prévision de rendement, on travaille beaucoup aussi à partir des mêmes modèles sur la prévision de rendement à l'échelle régionale et nationale, de nouveau pour des offres plutôt destinées aux assureurs. Donc, je vais quand même passer effectivement d'abord par nos plateformes destinées aux agriculteurs, ou tout au moins qui ont les agriculteurs comme utilisateurs finaux, parce que nos clients, en fait, on ne s'adresse pas directement, nous, aux agriculteurs. Les services qu'on développe sont distribués par des coopératives. On travaille beaucoup, par exemple, avec le Openfield aux États-Unis, ce qui nous amène d'ailleurs à collaborer avec Geosys. On verra un peu la complémentarité entre nos offres. Donc en ce qui concerne les productions végétales, on a deux plateformes de services. Vintel pour les cultures pérennes, donc viticulture, arboriculture fruitière. Alors Vintel, je détaillerai pas beaucoup, parce que dans le cas de ces cultures, on n'est pas encore sur la prévision de rendement, même si bien entendu on y travaille. On intervient plus à l'aval, comme c'est des cultures où de toute façon, normalement, le potentiel de rendement est déterminé par le mode de conduite de la culture, sa taille et sa gestion. Ce qu'on apporte aux viticulteurs ou l'arboriculteur, c'est l'assurance que l'alimentation hydrique de sa culture et sa fertilisation vont bien lui permettre d'atteindre ce objectif de rendement et de qualité. Donc, on lui permet de s'assurer qu'il va bien atteindre ses objectifs, mais pas forcément de les prédire au sens où on peut le faire pour les grandes cultures. Par contre, donc pour les grandes cultures, blé, maïs, soja, dont les services sont distribués par notre plateforme CropWin, là, effectivement, c'est bien la modélisation et la prédiction du rendement, et bien entendu aussi de la date de maturité, qui sont le moteur même de l'outil. C'est à partir de nos modèles de culture qu'on va pouvoir, donc dans un premier temps, prédire la courbe de développement de la culture et son rendement final. C'est ce que nous permettre aussi de savoir jour après jour quel va être son potentiel de photosynthèse, donc en fonction du climat, du sol dans lequel elle pousse, et du coup, compte tenu de ce potentiel de production de biomasse, quels vont être ses besoins en eau, si on a besoin de conseils en irrigation, ses besoins en engrais pour la fertilisation, et si on ajoute à ça des modèles épidémiologiques, ça va nous permettre aussi de déterminer ses besoins en pesticides, donc pour les principaux maladies et ravageurs. Donc vous avez ici un peu un exemple du tableau de bord qu'on peut fournir pour les agriculteurs avec cette plateforme CropWin, donc leur permet à tout instant de vérifier le rendement potentiel de leur culture et les facteurs pour lesquels ils risquent d'avoir besoin d'intervention, que ce soit dans les prochains jours, que ce soit pour l'irrigation ou la fertilisation. Donc pour les technos qu'on utilise, c'est un peu les mêmes que celles qu'a cité Geosys, c'est logique, on a des travaux très complémentaires, mais avec des priorités différentes.
Pour nous, l'entrée principale, c'est bien la modélisation, et donc plus précisément les modèles mécanistes, c'est-à-dire des modèles qui sont basés sur les travaux de recherche sur l'écophysiologie des cultures, donc leur comportement et l'action du climat sur leur développement. L'intérêt que ça pour ce type d'approche, c'est que c'est des modèles qui ont été développés d'une part à partir de données de terrain, mais aussi à partir de données de recherche en conditions contrôlées, où les cultures ont été testées en dehors de leur zone de confort habituelle, des conditions qu'elles rencontrent habituellement sur le terrain, puisque ça s'appuie souvent sur des expérimentations en serre, voire en écotron. Et du coup, c'est des modèles qui permettent de prédire de façon assez fiable le comportement de ces cultures dans des événements climatiques extrêmes. Et c'est vraiment un avantage qui devient de plus en plus fréquent maintenant avec les problèmes que cause le changement climatique, où de plus en plus souvent, les agriculteurs sur le terrain sont confrontés à des conditions qu'ils n'avaient jamais rencontrées dans les années précédentes, et que des modèles statistiques basés sur les historiques prennent moins bien en compte. Pour les mêmes raisons aussi, c'est des modèles qui sont vraiment très robustes quand quand on les adapte à de nouveaux contextes. Typiquement, si on veut utiliser dans un nouveau pays, on a eu des demandes récemment sur l'Ukraine, par exemple, pour notre modèle blé qui avait été validé jusqu'à présent qu'en Europe de l'Ouest. Avec ce type de modèle qui repose vraiment sur les constantes physiologiques de la culture, l'adaptation à un nouveau contexte géographique est beaucoup plus simple. Il suffit en général d'une calibration sur quelques données d'historique fournies par nos partenaires pour réajuster facilement le modèle à ces nouveaux contextes. Et c'est aussi des modèles qui se prêtent facilement à des travaux multi-échelles. Bien entendu, la précision maximale, elle est obtenue quand on est sur des services pour l'agriculteur, où l'agriculteur peut nous fournir beaucoup d'informations sur ses variétés, les dates de semis, les densités de semis qu'il a pratiquées. C'est là, bien entendu, que le modèle, à lui seul, apportera le plus de précision. Mais pour du travail après sur des prévisions à l'échelle d'un bassin de collecte ou bien d'un pays, voire d'un continent, là il faudra qu'on travaille beaucoup moins de données d'entrée, voire aucune donnée d'entrée. Et ça, les modèles mécanistes peuvent le faire en compensant le manque de données d'entrée par l'assimilation avec les données de télédétection qu'on va voir après. Un des éléments importants aussi, c'est l'utilisation de scénarios météo réalistes sur l'ensemble de la campagne. C'est un domaine qui est en plein essor, qui a beaucoup progressé ces dernières années et qui peut maintenant commencer à être utilisé de façon fiable. Alors pas forcément pour tous les modèles et tous les types de variables qu'on souhaite pouvoir prévoir. En ce qui concerne les rendements, on arrive quand même dans une phase maintenant où les modèles, les prévisions climatiques saisonnières permettent une assez bonne précision. On en a eu un bon exemple justement là avec notre collaboration avec le coopératif Winfield aux États-Unis l'année dernière, où dès le semis des maïs, on a pu alerter les maïsiculteurs sur le fait que compte tenu du phénomène El Niño qui était prévu et donc intégré dans les scénarios climatiques de notre partenaire en fourniture de données, qui est en l'occurrence MDA, on a pu avertir les agriculteurs dès les semis qu'il fallait s'attendre à des difficultés de rendement, alors que ce n'est apparu dans les prévisions de rendement de l'USDA, par exemple, que plusieurs mois après, quand le phénomène s'est vraiment manifesté sur le terrain. En fait, sur tous ces domaines des données complémentaires à la modélisation, que ce soit les scénarios météo ou la télédétection, clairement notre but c'est de travailler comme intégrateur en fait de ce qui fait de mieux dans ces domaines. C'est pas de développer nous des technos spécifiques sur ces domaines qui sont pas notre cœur de métier, c'est d'être capable d'identifier les meilleurs acteurs pour faire tourner nos modèles de façon fiable en fonction des problématiques métiers que nous soumettent nos clients. C'est la même chose pour la télédétection. Hein, on travaille avec plusieurs acteurs différents en fonction des sujets sur lesquels on travaille, et puis en particulier pour nous adapter aux demandes de nos clients. Parce que souvent, comme c'était le cas d'ailleurs par exemple pour Winfield, on a des demandes de prévision de rendement avec des gens qui ont déjà accès à des données de télédétection. Donc notre objet, c'est bien d'être capable d'intégrer les données déjà exploitées par nos clients dans nos modèles. Et c'est donc ce qu'on fait au sein de Winfield, donc en partenariat avec Geosys. Geosys travaille par télédétection, et nous la partie prévisionnelle de l'offre R7 de ce groupe coopératif. Sur d'autres sujets, on peut travailler par exemple avec les indicateurs biophysiques calculés par des opérateurs comme Airbus à partir des images satellites,
Donc l'objectif, c'est de pouvoir suivre un peu les avances dans tous ces domaines, tout en enrichissant nos propres modèles. Du coup, les pistes de progrès qui en découlent, je détaillerai surtout en fait celles qui répondent un peu aux problématiques, qui font un peu écho aux problématiques qu'on a déjà évoquées. Pour tout ce qui est la collecte, la prévision de rendement à l'échelle de bassins de production complets ou de pays, le verrou majeur, c'est d'être capable effectivement de produire tôt en saison des prédictions fiables sans avoir beaucoup d'informations sur les cultures. Et là, c'est vrai que les techniques en cours en ce moment d'identification automatique des cultures, grâce à l'amélioration de la disponibilité d'offres de télédétection à forte fréquence temporelle, ça va être sans doute des voies de progrès majeurs. Il y a aussi un autre facteur limitant important qui peut être levé, c'est la disponibilité d'images satellites en fonction des conditions météo. C'est vrai qu'actuellement, toutes les techniques basées sur l'exploitation d'images satellites dans l'optique et l'infrarouge sont limitées par la couverture nuageuse. Et c'est vrai que là-dessus, il y a des pistes très intéressantes ouvertes, en particulier par le CIRAD. Ça fait écho à des interventions précédentes qui visent à combiner la technique, les images radar qui sont disponibles même par temps nuageux et des images satellites classiques qui peuvent permettre de déverrouiller ces facteurs. En ce qui concerne la modélisation, je pense qu'une des pistes qui nous paraît les plus intéressantes à travailler, c'est justement lever un peu les verrous aussi sur la valorisation des cartes de rendement. C'est un sujet qui a bien été évoqué par Nina là, dans le pointeur des usages. C'est vrai qu'actuellement, les cartes de rendement produites par les capteurs sont un peu sous-exploitées en raison de la difficulté en fait, à les interpréter. Et c'est là que les modèles nous paraissent très prometteurs, utilisé en mode inverse en fait, c'est-à-dire que l'idée, c'est à partir d'historique de cartes de rendement fournies par par les capteurs des moissonneuses, croisés donc avec nos modèles, c'est de faire une cartographie en fait du sol et de chercher par version de modèle quelles sont les autorités du sol qui peuvent expliquer au mieux et coller au mieux aux hétérogénéités effectivement constatées sur le terrain pour du coup trouver comment corriger ces hétérogénéités constatées par les cartes de rendement. Et puis bien entendu aussi l'autre élément important de valeur ajoutée à apporter à ces travaux, c'est à l'échelle des organismes stockeurs et collecteurs, c'est bien entendu d'apporter la valeur ajoutée en couplant ces travaux de prédiction du rendement à l'optimisation de la collecte et de la logistique qui vient derrière, puisque c'est là qu'on l'a vu sont les enjeux principaux des organismes stockeurs. Voilà un peu un petit tour des sujets sur lesquels on travaille. Je me suis à votre disposition pour toutes vos questions. Merci Philippe. Elles sont nombreuses, hein, les questions à poser. On retient que voilà, dans le combat que j'annonçais, IA versus modèle mécaniste, il n'y a pas forcément de gagnant. Et c'est peut-être là aussi hein, dans l'hybridation des deux Tout que à fait, ouais. trouveront les meilleurs résultats. Complètement, c'est vraiment la piste d'avenir, c'est vraiment l'intelligence artificielle mixte en fait qui combine les deux approches, à la fois du big data, mais aussi des indicateurs issus des modèles mécanistes. Merci encore Philippe, merci aux autres intervenants également pour leur présentation.